Chapitre 23 Halfway to Hell, à mi-chemin de l'enfer. Citation de Carlos Ruiz Zafón. Le destin attend toujours au coin de la rue. Comme un voyou, une pute ou un vendeur de loterie, ses trois incarnations favorites. Mais il ne vient pas vous démarcher à domicile. Il faut aller à sa rencontre. 24 décembre, 5 heures du matin. Le jour n'était pas encore levé lorsque Gabrielle regagna sa maison au cœur du village flottant de Sausalito. Elle espérait de toutes ses forces que Martin l'aurait attendue et qu'ils pourraient avoir une discussion posée. Elle n'avait plus envie de se battre. Elle n'aspirait qu'à la confiance et à la compréhension mutuelle. Elle voulait à tout prix lui expliquer son geste, s'ouvrir à lui et lui confier ce que lui avait révélé Archibald. La porte du cellier était fracturée. À l'intérieur, des éclats de verre jonchaient le sol, des éclaboussures de vin tapissaient les murs, et la cave réfrigérée était renversée sur le sol. Gabrielle devina que Martin s'en était servi pour faire sauter la serrure. Il avait réussi à se libérer et était reparti avant son retour. Sans trop d'espoir, elle appela son hôtel et laissa des messages sur son portable, puis elle prit sa voiture et fit la tournée des lieux de leur jeunesse. Mais cette fois, Martin était introuvable. On croit toujours que certaines relations sont si fortes qu'elles pourront résister à tout, mais ce n'est pas vrai. La confiance qui s'étiole, la lassitude, les mauvais choix, les soleils trompeurs de la séduction, la voix chaude des sales cons, les longues jambes des sales connes, les injustices du destin, tout concourt à tuer l'amour. Dans ce genre de combat inégal, les chances de victoire sont minces et tiennent plus de l'exception que de la règle. En arrivant sur la petite plage près du port de Plaisance, Gabrielle s'assit sur le sable et regarda l'horizon. Elle était fatiguée. Ses yeux secs piquaient et brûlaient. Toujours la même douleur, toujours la même solitude, toujours le même manteau sur ses épaules. Certains disent qu'on reconnaît le grand amour lorsqu'on s'aperçoit que le seul être au monde qui pourrait vous consoler est justement celui qui vous a fait du mal. Martin était son grand amour. Et elle l'avait perdu. 6 heures du matin. Le jour se levait à peine sur Alamo Square, le petit jardin public du quartier résidentiel de Western Addition. Il surplombait la ville et offrait une vue panoramique sur Bay Bridge et la coupole de l'hôtel de ville. Une rangée d'élégantes maisons à l'architecture victorienne bordait le jardin. Les célèbres Painted Ladies, ainsi surnommées en raison de leurs couleurs pastel, bleu lavande, vert d'eau, jaune paille. Comme tout le monde, Archibald connaissait bien ces demeures typiques de San Francisco, mais jamais il n'aurait pensé qu'il se glisserait un jour dans l'une d'entre elles. La maison appartenait à Stephen Browning, le plus gros actionnaire du groupe Court Line, qui mettait en vente le diamant. Une fois à l'intérieur, le voleur désactiva facilement l'alarme et le système de vidéosurveillance avant de se diriger vers un escalier dérobé. Voler la clé du paradis, il y pensait depuis plusieurs années, mais il avait toujours résisté à la tentation. Le faire aujourd'hui de façon artisanale et pépère, pendant que des dizaines d'abrutis l'attendaient de pied ferme autour d'un piège grossier, avait quelque chose de jouissif. Il arriva dans un large corridor coudé qui le mena devant l'entrée d'une pièce fortifiée. Une panic room, le dernier fantasme à la mode chez les nantis, se faire aménager un coffre-fort géant dans lequel il pourrait se réfugier en cas d'agression extérieure. Avec ses charnières renforcées et sa porte blindée,
Le bunker d'acier avait des allures d'abri anti-atomique. Surfant sur la vague sécuritaire des années Bush, les cabinets d'architecture avaient promis aux riches propriétaires de leur construire une citadelle inviolable. Archibald savait pourtant que la combinaison ne résisterait que quelques secondes à son boîtier électronique. Mais aujourd'hui, il avait envie de prendre son temps, de faire durer le plaisir de ce qui serait sans doute son dernier vol, en exécutant le travail à l'ancienne. Il posa sa caisse à outils sur le sol, en extirpa tout un arsenal, ainsi qu'un poste radiocassette, démodé, et au son des sonates pour violoncelle de Bach, procéda comme au bon vieux temps. La porte s'ouvrit dans un chuintement métallique. Plusieurs néons s'allumèrent en même temps, déversant une lumière criarde dans l'habitacle. Archibald fronça les sourcils. Au milieu de la pièce, un homme et une femme étaient assis, dos à dos, ligotés et bâillonnés. Drapé dans une robe de chambre ouverte sur un ventre bedonnant, le vieux Stephen Browning tournait le dos à sa maîtresse, la belle mademoiselle O, sexy comme une héroïne de manga, dans sa nuisette satinée en dentelle turquoise. « C'est ça que vous cherchez ?» Archibald eut un sursaut avant de se retourner brusquement. Appuyé contre le mur du corridor, Martin faisait rouler le diamant entre ses doigts. La clé du paradis brillait avec la clarté opalescente d'une pierre de lune. Sur le visage d'Archibald, le déni et la colère cédèrent progressivement la place à l'acceptation. En 30 ans de cambriole, c'était la première fois que quelqu'un le doublait. Pourtant, il n'était pas surpris. N'avait-il pas lui-même provoqué ce duel? Ne s'était-il pas lui-même choisi un adversaire à sa mesure, avec les risques que cela comportait? « Il est beau, n'est-ce pas ?» fit Martin en guettant la réaction d'Archibald à travers le prisme du diamant. Archibald eut un petit rire. « On prétend qu'il porte malheur à celui qui s'en empare malhonnêtement. Ça ne te fait pas peur ?»« Non, » assura Martin. « De toute façon, je n'ai plus rien à perdre. » Archibald secoua la tête. Il ne goûtait guère ce genre de remarques définitives. Martin ouvrit les deux pans de sa veste pour lui montrer qu'il n'avait pas d'arme et aucune intention de l'arrêter. Il avait les yeux injectés de sang, rougis par le manque de sommeil, la rage de l'humiliation et le désir de vengeance. Dans la panic room, Mademoiselle O et son vieil amant poussaient des cris étouffés par le Chatterton, mais aucun des deux duellistes ne leur prêtait attention. « Et maintenant, on fait quoi ?» demanda Archibald. Comme s'il jouait à pile ou face, Martin lança le diamant en l'air d'une main et le rattrapa de l'autre, narguant le voleur avant de le mettre au défi. « Si vous le voulez, venez le chercher !» Et il partit sans se retourner, montant vivement l'escalier étroit et abrupt qui menait au rez-de-chaussée. Archibald soupira. Il ne comprenait pas ce que voulait Martin en agissant de la sorte. Il se demanda vaguement s'il était drogué ou ivre. Il lui avait semblé un moment plus tôt que ses vêtements empestaient l'alcool. Qu'avait-il bien pu fabriquer pendant qu'il était enfermé dans le cellier? Une chose était sûre en tout cas. Le petit gars avait disjoncté. Lui-même était fourbu, le dos en compote, nauséeux, les articulations fragiles comme du cristal. Mais il ne pouvait faire autrement que de relever le gant en se lançant à sa poursuite. Il devait le faire pour Gabrielle en essayant autant que possible de limiter les dégâts dont il était en grande partie responsable. Et de toute façon, il ne fallait pas rester dans cette maison. Depuis le matin, San Francisco était enveloppé dans le brouillard, une masse dense et menaçante qui planait sur la ville et la plongeait dans une atmosphère de film noir. Martin avait emprunté le coupé Lexus rouge cerise de Mademoiselle O
effilait le long de Divisadero Street en direction de l'océan. À ses trousses, la moto d'Archibald fendait les volutes opaques qui donnaient l'impression de s'enfoncer dans les nuages. Pour la première fois, Archibald comprit qu'il était allé trop loin. Son affrontement avec Martin atteignait un tel paroxysme que lui-même ne savait plus qui était le chasseur et qui était la proie. Il avait voulu tirer les ficelles dans l'ombre, protéger Gabrielle et forcer son bonheur. Puis il s'était mis en tête de tester Martin, son premier et véritable grand amour. Mais on ne pouvait pas jouer avec les sentiments et faire le bonheur des gens, malgré eux. À cause de lui, Martin avait quitté la police et franchi plusieurs fois la ligne jaune. À présent, il devait lui avouer la vérité et sauver ce qui pouvait encore être sauvé, dans l'intérêt de Gabrielle. Sur Lombard Street, il essaya de reprendre l'initiative et d'un coup d'accélérateur se porta à son niveau. Pendant quelques dizaines de mètres, les deux véhicules roulèrent côte à côte, se frôlant, refusant de céder un seul pouce de terrain. Sans doute y avait-il quelque chose de biologique dans leur jusqu'au-boutisme, cette putain de testostérone qui transformait les hommes en prédateurs, leur donnant des envies de domination. Mais Martin et Archibald livraient aussi chacun un combat plus singulier. Une confrontation intime contre soi-même, contre sa solitude, sa peur, ses limites et ses pulsions de mort. L'un cherchait un père à tuer, seul moyen de laver l'affront d'un amour manqué. L'autre avait la maladie et la mort aux trousses, et ne savait pas comment atténuer une culpabilité qui le dévorait depuis plus de 30 ans. Tous les deux étaient dans l'impasse. Le coupé sportif s'engagea à pleine vitesse sur la route 101 qui traversait les espaces boisés du Presidio. Jamais peut-être autant que ce matin la ville n'avait mérité son surnom de « Fog City ». Dans la lumière de ses phares, Archibald voyait danser une brume blanchâtre qui noyait les véhicules et faisait disparaître les trottoirs et la signalisation routière. Il ralentit pour se replacer dans la roue de la voiture. Il n'avait aucune idée du jeu auquel jouait Martin, ni de l'endroit où il cherchait à l'entraîner. On n'y voyait pas à 3 mètres. Lorsque la Lexus quitta le parc pour s'engager sur le Golden Gate, le brouillard était si dense qu'il semblait avoir avalé le pont. Le symbole et la fierté de San Francisco en avaient même perdu sa belle couleur rouge vif. La brume persistait, déroulant ses ondulations blafardes qui serpentaient comme des lianes autour de la structure métallique et ses milliers de câbles. Martin ralentit au milieu du pont et finit par s'arrêter sur la file de droite. Archibald hésita un moment puis se rangea à son tour derrière la voiture, bien conscient de prendre un énorme risque. Déjà un concert de klaxons les réprimandait durement. Il était expressément défendu de stationner ici, et dans quelques minutes les flics allaient débarquer pour contrôler leur identité et les verbaliser. Malgré l'heure matinale, le Golden Gate était très fréquenté en cette veille de Noël. Sur les 6 voies de circulation, les voitures se croisaient, se frôlaient, se doublaient, dans un brouhaha d'avertisseurs sonores, d'invectives et de crissements de pneus. Martin claqua la porte et enjamba les plots qui délimitaient l'allée réservée aux cyclistes. Ainsi qu'Archibald l'avait fait 6 mois plus tôt avec l'autoportrait de Van Gogh, Martin brandit le diamant d'une main menaçante, comme s'il allait le balancer dans l'océan. « Vous êtes prêt à aller le chercher en enfer ?» cria-t-il d'une voix exaltée. Mais le Golden Gate n'était pas le pont Neuf. Par son gigantisme, il vous réduisait à l'état de minuscules silhouettes. Ses tours culminaient à plus de 200 mètres au-dessus d'une mer menaçante et déchaînée. À son tour, Archibald rejoignit la piste cyclable. « Allez, reviens, petit gars, fais pas le con !» hurla-t-il pour couvrir le bruit du vent. La barrière de sécurité était haute, mais pas suffisamment pour dissuader les dizaines de personnes qui se suicidaient chaque année en sautant dans le vide. « Alors,
Vous venez ou pas? S'impatienta le jeune homme. Entre ses doigts, la clé du paradis brillait à présent d'une flamme intense qui, malgré la lumière grisâtre, formait un halo hypnotique presque irréel. Puis Martin plongea le diamant au fond de sa poche et commença à grimper sur la rambarde. « Je n'en ai rien à fiche de ce diamant !» lui cria Archibald. Il se pencha instinctivement pour regarder en bas. Le spectacle était d'une beauté effrayante et donnait le vertige. Sans les voir, on devinait les vagues qui se fracassaient contre les piliers titanesques ancrés dans le Pacifique. Archibald savait que le temps pressait. Le pont était équipé de caméras, et dans une poignée de secondes, ils entendraient les sirènes d'une voiture de police ou celles de la patrouille de Transportation District. « Allez, ne gâche pas tout, fiston, descends de là, il faut qu'on parle. » Il se rapprocha encore et essaya de tirer Martin par le pan de sa veste, mais le Français réussit à le repousser. Au moment où Archibald revenait à la charge, Martin lui décocha un violent coup de poing. Dans une tentative pour l'éviter, Archibald s'agrippa à son adversaire et les deux hommes luttèrent corps à corps jusqu'à ce que Martin bascule brusquement en arrière. Le voleur essaya de retenir son cadet, mais celui-ci se débattit et, sans le vouloir vraiment, entraîna Archibald dans les courants glacés du Pacifique. Un saut dans le vide de 70 mètres. Une chute de plus de 4 secondes. C'est long, 4 secondes, surtout quand vous savez que ce sont les derniers moments de votre vie. Au bout de ces 4 secondes, votre corps se fracasse sur l'eau à plus de 100 km/h. Le choc est alors aussi violent que si vous aviez atterri sur du béton. Pendant ces 4 secondes, vous ne revoyez pas votre vie comme dans un film en accéléré. Pendant ces 4 secondes, vous avez peur. Pendant ces 4 secondes, vous n'avez que des regrets. Même si vous vous êtes jeté volontairement, il y a toujours un moment au milieu de la chute où vous donneriez n'importe quoi pour revenir en arrière. C'est comme ça. Toujours. Pendant qu'il tombait, Archibald se dit qu'il avait essayé de faire de son mieux, mais qu'il avait tout raté. Qu'il n'avait su que détruire des vies autour de lui, et qu'en voulant réparer ses erreurs, il en avait commis de plus terribles encore. Alors, dans une dernière tentative pour ne pas mourir dans l'amertume et le ressentiment, il serra le petit gars très fort dans ses bras. Martin, lui, pensa à Gabrielle. Elle était son énigme, son amour et sa blessure, pour toujours et à jamais. Car il y a des douleurs dans la vie dont on ne peut pas guérir. Au moment de partir, il repensa à la lettre qu'il lui avait écrite dans la naïveté et l'idéalisme de ses 20 ans. Lorsque je ferme les yeux et que je nous imagine dans 10 ans, j'ai en tête des images de bonheur, du soleil, des rires d'enfants, des regards complices d'un couple qui continue à être amoureux. Tu parles. Il n'y avait jamais eu de soleil, à peine quelques éclaircies, intenses, mais toujours fugitives. Il n'y avait eu que de la souffrance, du noir, de la peur et... Point de suspension.